Puis la bolinche a remplacé le filet maillant. Cette fois, le banc est encerclé par une immense scène manœuvrée à l'aide de l'annexe. Une fois le piège refermé, le filet est ramené contre le bord et il suffit de se servir, à l'épuisette. Dès la fin de la matinée, tous les bateaux sont de retour. À l'époque des chaloupes, avant la grande crise des années 1900, provoquée par plusieurs étés de pénurie, le port offrait à l'heure de la débarque le spectacle d'une étonnante animation. Tandis que la brise gonflait les voiles des filets bleus hissés aux mâtures, une noria de pêcheurs en vareuse transbordait les caissettes de poissons sous l'œil attendri des premiers estivants. On pouvait gagner son année en un seul mois d'été ou s'échiner à rembourser ses dettes, faute d'avoir trouvé le poisson espéré. Ici, l'on vit au jour le jour, riche comme Crésus une année, pauvre comme Job l'année suivante. Les femmes employées aux conserveries sont assujetties aux mêmes fluctuations. Si les filets sont vides, elles resteront à la maison. Dans le cas contraire, la sirène de l'usine les appellera à leur poste. Souvent, pour se donner du cœur à l'ouvrage, les pennes sardines chantent à tue-tête, avec la bénédiction de la surveillante qui sait bien qu'on ne peut s'endormir au milieu d'un refrain entraînant. Car les jours d'affluence, la nuit est déjà bien avancée lorsque toutes les sardines sont enfin allongées, en quinconce dans leur petit cercueil de fer blanc. Elles iront alors couler des jours paisibles dans le buffet des ménagères pour faire un jour le bonheur des gourmets. À Douarnenez, la sardine a modelé un tempérament singulier. Plus cigale que fourmi, le douarneniste n'aime rien tant que de partager son plaisir. La fête générée par l'argent facile des pêches miraculeuses, il l'a dans le sang. Ainsi s'explique peut-être la pérennité des gras. 4 jours et 4 nuits de liesse et de libation. Ici, la tradition du carnaval remonte au moins à 1835. Cette année-là, le maire avait pris un arrêté. Tout individu qui se montrera masqué, déguisé ou travesti ne pourra porter ni bâton, ni épée, ni autres armes. C'est que pendant les gras, tout est permis, car les rôles sont inversés. Voyez cette mascarade de noces, une tradition qui aurait été introduite en 1921 par les voisins et rivaux tréboulistes. Quelle belle occasion de brocarder les institutions. Le rude pêcheur au mollet velu se métamorphose en une gracile mariée. Le pauvre hère prend du galon, il se glisse dans la peau du notable, habillé comme un prince. Les hommes empruntent le sexe et les atours des demoiselles d'honneur, troquant leurs fameuses galettes pour la coiffe de dentelle. Pas une femme n'oserait s'immiscer dans le cortège. Elle n'y aurait pas davantage sa place qu'à bord d'un bateau. Les lampions éteints, les chanteurs entreront chez eux au petit matin pour y soigner leur extinction de voix. Chacun jettera sa défroque de carnaval pour retrouver sa place dans la communauté. Les pêcheurs reprendront la mer et les ouvrières le chemin des conserveries. À Concarneau aussi, la sardine a nourri nombre de familles. Mais les bateaux y viennent décharger bien d'autres espèces. Et tous ces poissons digérés par la panse des chaluts ou piégés par l'hameçon des palangres seront débarqués sur les quais.
Grand port sardinier, Concarneau arme aussi au thon, même si en Bretagne, la primeur de cette pêche revient à l'île de Groix. Mais les Concarnois ont toujours su saisir les opportunités. Et le thon, qui se pêche en été dans le golfe de Gascogne, est une aubaine. Il peut faire la fortune d'un équipage. Véritable archétype du voilier traditionnel, le dindé thonier, apparu en 1880, est resté jusqu'aux années 50 l'outil idéal pour cette pêche hauturière. Déployés comme les antennes d'un insecte, les tangons permettent de traîner une douzaine de lignes, sans compter les quelques autres arrimés à l'arrière, sur l'artimon et le couronnement. Ces lignes sont armées d'un gros hameçon, garni d'un leurre en crin. Et il n'est pas rare qu'elles se tendent toutes simultanément. C'est alors un charivari de cris, d'éclaboussures et de battements de queue. Les dallots crachent le sang du carnage, rougissant de sillage. Au temps de la voile, c'était une pêche agréable et souvent lucrative, pour laquelle les marins à la retraite n'hésitaient pas à reprendre du service. Et puis le moteur a chassé le dindé. Certes, les tangons continuent encore à déployer leurs lignes de traîne, mais d'autres techniques sont venues les concurrencer, comme les grandes seines ou les cannes bouettées à l'appât vivant. Cette méthode est ici employée par le thonier concarnois Hippomène, patron Joseph Briand. En 1958, un jeune étudiant armé d'une caméra 16 mm avait mis son sac à bord. Il s'appelle Michel Mazéas. Il est fils de pêcheur et sera bientôt élu maire de Douarnenez. On a dit la misère des marins, on a dit leur souffrance. Ces belles images disent aussi leur plaisir quand le poisson abonde et que la mer est jolie. Lorsque reviennent les dindés après 2 semaines de campagne, les thons sont aussitôt acheminés vers les conserveries. Jusqu'aux années 20, avant qu'ils ne soient stockés dans la glace, les germons étaient pendus à des tréteaux fixés sur le pont. Il n'était pas rare alors que les poissons soient gâtés à l'arrivée. Et les pêcheurs avaient coutume de raviver au vinaigre l'éclat de leurs yeux trop éteints pour tenter de tromper la vigilance des senteuses mandatées par les usines. Le retour de pêche est toujours un moment de détente. Les marins qui habitent sur place sont bien sûr impatients de rentrer chez eux après 15 jours d'absence. Les autres, qui ne sont là qu'en escale, prennent le temps de souffler un peu. Ils partagent souvent la fameuse cotriade, cette soupe de poisson à base de pommes de terre, d'oignons et de sardines, sempiternel repas du pauvre, qui sera parfois relevé d'un grondin ou d'un congre. Cap-sur-Audierne au début des années 50, un port langoustier dont la flottille exploite les fonds rocheux de la chaussée de Saint. Le Stalingrad, sur lequel nous allons embarquer, est un malamoc de 15 mètres, patron Alain Gloaguin. Ces campagnes durent une dizaine de jours, le temps de remplir le vivier. 800 kilos de grondins sont embarqués pour appâter les 210 casiers.
Une fois sur les lieux de pêche, après quelques heures de route, les 7 filières de casier sont mouillées. Elles seront relevées 2 ou 3 fois par jour. Aussitôt libérées de leur piège, les langoustes sont désarmées, le tendon de leur pince prestement sectionné d'un coup de couteau. Ainsi ne risqueront-elles pas de se mutiler pendant leur séjour dans le vivier. Autrefois, seuls les caboteurs qui collectaient les crustacés des petits ports langoustiers étaient dotés d'un vivier. Et puis les bateaux de pêche ont adopté à leur tour cette cale inondée qui leur sert de lest liquide. Cela leur a permis de rester plus longtemps en mer, d'aller plus au large, toujours plus loin du port d'attache, en Cornouailles anglaise, en Espagne, au Portugal, en Mauritanie. Certains ont même poussé jusqu'au Brésil et en Afrique du Sud. S'il est un port voué à la langouste, c'est bien celui de Camaret. En 1958, lorsque ce film a été tourné, la pêche mauritanienne est à son apogée. Sur le sillon, les chantiers navals tournent à plein régime. Voici la construction de l'un de ces grands langoustiers, le dernier outil des seigneurs de la mer. Après la pose de la quille, les charpentiers lèvent au palan les énormes couples qui vont constituer la cage thoracique de ce bateau d'une trentaine de mètres. La charpente achevée à l'herminette, le squelette n'attend plus que sa peau. Pour épouser les formes arrondies de la carène, les épaisses planches sont mises en place à la masse et plaquées contre les membrures, à l'aide de puissants serre-joints. Une opération impossible lorsque le cintrage est trop important. Dans ce cas, il est nécessaire d'étuver les bordées. Un séjour prolongé dans la vapeur les assoupira et leur permettra de plier sans se rompre. Mais il faut faire vite, car à mesure qu'elle refroidit, la planche retrouve sa rigidité. Gare aux brûlures. Lorsque tous les bordés sont en place, y compris la chlore qui ferme la coque, il reste à garnir les coutures d'une mèche d'étoupe, afin d'éviter que l'eau n'y pénètre. C'est le calfatage. Sur un navire de cette taille, cela représente plusieurs kilomètres de joints, sans compter le pont qui doit lui aussi être calfaté et dont les coutures seront passées au brai bouillant. Les ponts vernis, c'est bon pour les yaks. Pas de fantaisie non plus pour la peinture. Le langoustier sera blanc, comme beaucoup de Mauritaniens camarétois de cette époque. Le lancement d'un bateau est à la fois technique et solennel. Les gestes ultimes y prennent une dimension qui les apparente à un rituel. Comment ne pas penser à une naissance ? Comment ne pas assimiler à des accoucheurs ces hommes occupés à délivrer le bateau des derniers liens qui l'unissent à la terre? Et lorsqu'enfin la coque glisse sur sa rampe suiffée et plonge l'étambot dans l'eau, comment ne pas songer qu'une vie commence à cet instant? En août 1956, 2 ans avant que l'Armorique ne s'élance vers le banc d'Arguin, le Malamocque aconite était lancé à Douarnenez. Cette fois, la coque repose sur un chariot tiré jusqu'au quai à l'aide d'un palan. L'étrave soulevée au cric, le bateau bascule dans l'eau de Port-Rue et traverse la Ria. Une haussière permettra de le retenir, car l'administrateur a exigé qu'il n'y ait personne à bord. C'est un grand moment pour les charpentiers du chantier Marcel Le Gall et pour René Balanec, le patron de ce bateau de 17,50 m. Eugène Le Léon, l'un des 3 actionnaires du bateau, fait le tour du propriétaire avec femme et enfants.
Dès le mois prochain, René Balanec partira dans le sud-Irlande avec ses 15 matelots pour une saison de palangre. En février, il armera au maquereau de filet et en juin, ce sera le thon. Ainsi fera-t-il pendant 15 années avant de vendre son bateau à un pêcheur malouin. Ce Malamocque doit peut-être sa belle carrière à la bénédiction reçue le jour de son baptême. Ici, la religion est si présente que le jour de la fête Dieu, il arrive parfois que le Saint-Sacrement fasse un détour par un reposoir installé sur le pont d'un langoustier. Les mères viennent même y présenter leur dernier-né, façon de les placer sous une bonne étoile. Autre tradition douarneniste, la bénédiction de la mer, qui a lieu chaque année en juin, juste avant la campagne de thon. Ce dimanche-là, c'est une flottille pavoisée qui apparaît pour un tour en baie, avec un chargement de passagers à faire frémir un administrateur maritime. La présence des usines a forgé une solide tradition ouvrière à Douarnenez, mais l'Église n'y a jamais perdu ses droits. Voter rouge n'empêche pas de respecter les usages. Et puis, quand on exerce un métier dangereux dont les résultats reposent sur la chance, mieux vaut mettre le bon Dieu de son côté. Au siècle dernier, on pensait dur comme fer qu'un bateau qui avait négligé de participer à la bénédiction de la mer ferait mauvaise pêche. Cette année, Monseigneur Fauvel, l'évêque de Quimper, est venu présider la cérémonie. Le voici debout sur le plat-bord, distribuant ses coups de goupillon, tout en s'efforçant de conserver son équilibre. La fête s'achève dans le recueillement. Des couronnes de fleurs sont jetées à l'eau, à la mémoire des péris en mer. Car la tempête est parfois plus forte que le bon Dieu et tous ses saints. La recherche dura des heures. Et dans un temps assez court, on eut découvert tous les survivants de l'Anne Gaston et les autres. L'hélicoptère de la protection civile vint chercher les blessés, parmi lesquels le Mousse. Son père était l'un des deux morts. Toute la population de l'île accompagna les morts. Et le lendemain fut un jour comme les autres. Chaque matin, dans tous les ports de Bretagne, les hommes reprennent la mer. En Manche comme en Atlantique, en rade de Brest comme dans le golfe du Morbihan. Cette petite mer, dont la légende dit qu'elle compte autant d'îles que de jours dans l'année, est aussi le conservatoire d'une flottille singulière de plates, de chalands ostréicoles, de synagogues et de forbans.
Nous sommes en 1949. Un opérateur est venu filmer un grand événement qui a lieu chaque année dans le village de Tours-du-Parc, proche de Sarzeau, la journée de dragage des huîtres sauvages. C'est l'administration qui a institué cette tradition, car les bancs de reproducteurs nécessaires aux ostréiculteurs gagnent à être périodiquement tourneboulés, sans quoi les huîtres étoufferaient sous les strates de coquilles vides. Tout le monde y trouve son compte, à commencer par la population du village, qui voit là l'occasion d'un petit pécule à un moment où elle en a bien besoin. La pêche ne donne guère pendant l'hiver, et il y a tout autant de bouches à nourrir. Alors on vit à crédit. La vente des huîtres plates, dont le golfe est le bassin d'élection, permettra de rembourser le boulanger. D'ailleurs ici, on appelle ça le pain de l'hiver. Plate, canotte, sloop, sinagou, tout ce qui flotte est mis à l'eau. Et il faut faire fi ça. Chaque minute perdue est autant de moins dans la drague. On aura toujours le temps de se reposer ensuite, lorsque l'administrateur aura commandé l'arrêt des hostilités. En attendant, on drague le fond tant et plus, à la voile, à l'aviron, à la godille, dans la souffrance d'un travail épuisant et le plaisir d'une vraie fête collective. Cette fois, ça y est, échu en Abadan. La fête est finie. Il faut rentrer. Trier les huîtres, les nettoyer, les ranger dans les paniers, empiler les petites annexes dans la camionnette pour les ramener à la maison. Rude journée. Mais le boulanger sera content. Le pain de l'hiver a encore rempli ses promesses. On drague aussi les huîtres en rade de Brest, mais cette pêche reste occasionnelle. Ici, la pêche de drague d'élection, c'est la coquille Saint-Jacques. Un métier d'hiver qui se pratique depuis la fin du 19e.